Allez bien, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue à cette session sur Clesly. Donc on va parler de Clesly aujourd'hui, on va parler de Cats aussi, la librairie Scala qu'on va utiliser. Très rapidement, je me présente, je suis Xavier Bucciotti, je suis Engineering Manager chez TIDS. J'étais formateur avant pour Scala et AK avec Lightbend et aventurier de l'AFP parce que on va vous montrer aujourd'hui. Maintenant, j'essaie de le faire dans une nouvelle équipe en Node et en JS. Ok, moi je me présente, bonjour, je m'appelle Tristan Salé, je suis développeur chez TIDS depuis un peu plus de 2 ans et je fais principalement du Scala, c'est mon langage favori. Je touche un peu à d'autres choses, mais ça reste le langage qui me plaît le plus et sur lequel j'ai envie d'approfondir mes connaissances et de toujours aller plus loin. Donc très brièvement, on est TIDS, donc on est sponsor de Scala.io et voilà, on fait de la pub vidéo en ligne, on a pas mal de challenges. Et ce dont on va vous parler aujourd'hui, une des caractéristiques de notre métier, c'est que chaque publicité vidéo qu'on insère dans un contenu, elle est choisie en temps réel, avec beaucoup de critères différents. On va choisir une pub en fonction du contenu éditorial sur lequel on est en train de s'afficher, du contenu publicitaire lui-même, mais aussi de l'appareil sur lequel l'utilisateur est en train de regarder l'article. Il y a quelques nombres qui vont avec ça du coup. On est un service qui diffuse des publicités, donc il faut les diffuser rapidement pour pas que ça impacte l'utilisateur et pas qu'il y ait des réactions bizarres d'un navigateur. Donc on a un objectif de 50 ms de latence en P50 et on va jusqu'à 500 ms au maximum, en sachant qu'on traite 500 000 requêtes à la seconde. Donc c'est quand même une bonne infra derrière qui doit gérer ça et les soucis de latence nous demandent de faire des cut-offs un peu partout, des choses, des time-out, des choses pour garder une latence convenable. Et pour sélectionner la publicité qu'on va afficher à l'utilisateur, on a en moyenne une trentaine de règles business par rapport au contexte de l'utilisateur qui vont nous permettre de savoir si une publicité peut être diffusée ou non sur cet utilisateur-là. Et donc pour faire ça, on a dû créer et implémenter un moteur de règles qu'on va vous présenter ici. On va essayer de vous montrer les différentes étapes qu'on a utilisées pour le créer et par rapport à nos objectifs, comment il a évolué avec le temps. Donc on va commencer le live coding sur une page blanche. Je vais d'abord importer les modèles qu'on a déjà préparés à l'avance pour gagner un peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va pas être pratique pour le live coding si ça fait ça. Tac, c'est bon. OK. Donc comment notre moteur de règles fonctionne? On va partir du type résultat, qui va simplement être un booléen et qui va nous dire si on conserve la publicité ou pas, en fonction du résultat des règles. Et ensuite, on va avoir notre type règle, qui va s'appliquer à un contexte T. Dans notre cas, ici, ce sera une publicité, mais en vrai, le moteur de règle peut fonctionner pour d'autres choses, d'où le type dynamique T. Et donc, la roule T va, à partir d'un T, nous retourner un résultat. Voilà, les deux types qu'on va utiliser tout le long de cette presse. Maintenant, si je veux créer une règle à partir de ça, par exemple une règle qui target un certain device, j'ai un device en entrée qui va me retourner une règle qui s'applique sur add. Et qui, pour une add en entrée, va comparer son device au device targeté, et en fonction me retourner true si c'est le même device, ou false si c'est un device différent. À partir de là, on va pouvoir créer d'autres règles. On peut en avoir sur le pays, sur les habitudes de l'utilisateur, ce genre de choses. Bref, je ne vais pas perdre de temps à en écrire d'autres. Mais une fois qu'on a défini toutes nos règles, on va devoir toutes les process sur notre contexte pour savoir si on conserve l'add ou pas. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une liste de rules et en faire une simple et unique rule qu'on va appliquer à la publicité et qui va nous retourner vrai ou faux pour savoir si on doit conserver l'add ou non. Pour faire ça, tac, je vais rajouter l'add en entrée, qu'on va garder en type T du coup. Mais en vrai, on reste sur les adds. D'ailleurs, ouais, je vais faire comme ça. Alors après. Et donc, ce que je vais faire, c'est que pour toutes mes rules, une à une, je vais les appliquer sur ma publicité. Tac, et ça. Tac, non. Il te manque le T en paramètres au début. Bref, on va après, je suis déjà raté. Et donc, je vais appliquer toutes mes règles sur la publicité.
Et si toutes mes règles me retournent true, le for all fait que je vais avoir un vrai final. Et donc, je vais conserver la publicité. Maintenant, hop, si je passe direct à l'étape suivante, ça c'est un petit plugin SBT qui permet de parcourir un historique Git. C'est pratique quand on fait des prêts et que par exemple on se rate sur une partie du code, comme je l'ai fait là. On voit que j'ai défini notre règle country. J'ai ma fonction qui retourne. Voilà, c'était ça le résultat, c'est pas une règle de add. Et si je prends un exemple, j'ai ma publicité qui est sur la France et qui fonctionne sur mobile. Si j'ai un targeting mobile et FR et que j'applique ma liste de règles sur l'add, quand la compilation sera finie, ça me retourne vrai. Si par contre je suis sur desktop pour ma publicité, vu que moi je cherche à diffuser que si je suis sur mobile, ça me retourne faux. Voilà, donc ça c'était la première étape de notre moteur de règles, très simple, on retourne vrai ou faux en fonction de si on doit conserver notre publicité ou non. Jusqu'ici ça va. Et donc, ça marchait plutôt bien. On a commencé à rajouter d'autres règles. Notre contexte s'est agrandi. Et très rapidement, le problème qu'on a eu, c'est que quand une publicité était filtrée, on n'était pas capable de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui avait filtré la publicité et quelle était la règle spécifique qui avait fait qu'on n'avait pas diffusé la pub. Et donc, pour obtenir cette info, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de simplement retourner un booléen, on va retourner un either, qui soit nous retourne un message d'erreur, si jamais une règle a filtré la pub, ou le contexte, dans le cas où tout est bon. Le either, pareil, vous voyez comment ça marche, on a un left et un right. En général, en ce cas-là, ce qu'on fait, d'ailleurs maintenant il est right BS en 2.12, c'est que le contexte à droite va être le contexte valide, et à gauche, ça va être le contexte s'il y a eu une erreur, si jamais il y a eu un problème. Ça me demande de changer ma signature ici pour ajouter le type T. Et donc, on va devoir changer le code de nos différentes fonctions pour retourner le either. Ce qui est pratique, c'est que sur le either, on a une méthode cond qui va prendre une valeur qui retourne un booléen. Si ça retourne true, du coup, on peut retourner notre right. Si ça retourne false, on peut retourner le left. Dans ce cas-là, je vais pouvoir dire device not valid. Tac. Je fais la même chose pour country. Derrière le run, au lieu de simplement appliquer toutes les règles à la publicité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accumuler via un fold left. Le fold left, quelqu'un veut que je l'explique? Ouais. Alors, le principe du fold left, c'est qu'on va prendre une liste, partir de la gauche et accumuler les éléments un par un à la stack précédente. En sachant que si on a une liste vide, du coup, on part de la valeur identité vide, qui, dans notre cas, pour ce either-là, va être un write de la pub. Parce que si jamais on n'a aucune règle à appliquer, on va directement retourner la pub dans un write. Je vais juste la typer pour que le compilo soit content. Parce que sinon, un write simple, ce n'est pas forcément notre execution result. Et donc, hop, pour le code, comment ça marche? On va prendre la stack précédente. Si c'est un write, on prend la next rule et on l'applique à la pub. Et si par contre, la stack est un left, parce que l'une des publicités précédentes a filtré la publicité, on n'a pas besoin de tester les règles suivantes, parce qu'on sait déjà qu'on ne va pas conserver la publicité. Donc on se fiche de la règle suivante et on va directement retourner le left. Tac. Et donc ça, si je teste sur mon contexte, je relance, on voit que sur mon résultat, ici, comme il est valide, je vais avoir un write. On voit bien. Yep. Et si par contre ma publicité est sur desktop, comme le contexte n'est pas valide, ça va me retourner un left avec le message d'erreur qui va bien, correspondant. Voilà, donc là on est content, on a fini notre étape 2. Maintenant, quand une règle filtre la publicité, on est capable de savoir qu'est-ce qui a filtré. Donc on a continué à agrandir notre moteur de règles et on est arrivé au cas où on avait besoin de faire un I/O pour obtenir des infos supplémentaires. Par exemple, par rapport à l'IP de l'utilisateur, on devait la parser et aller récupérer le pays correspondant. Et ça nous demande du coup d'accéder à des bases externes, à des tas de partenaires, ce genre de choses, et donc d'utiliser des API qui nous retournent des futurs, parce qu'on va avoir un process asynchrone. Et pour pouvoir utiliser ces fonctions-là,
on va transformer nos règles qui, au lieu de nous retourner un simple résultat, vont nous retourner une future. Et par exemple, notre country, vu qu'on a besoin d'aller parser l'IP et de récupérer des données qui viennent d'un autre endroit, au lieu de nous retourner le laser, elle nous retourne une future asynchrone. Quand le résultat sera complété, on aura le laser à l'intérieur. Donc là, on est content, ça marche bien. Le problème, c'est que notre device rule, elle reste synchrone et on n'a pas besoin de faire d'IO. Mais nos rules, maintenant, elles ont besoin de retourner une future. Donc ce qu'on va faire, bêtement, pour convertir un type en futur, on va le wrapper dans un future.successful. Et là, ça retourne une future, on est content. La méthode run, maintenant qu'elle prend une liste de futurs, pour pouvoir la process sur l'AD, ce qu'on va faire, c'est que on va convertir la liste de futurs en futur de liste grâce à un futur.séquence. Tac. Et on va appliquer chaque règle au contexte T ici, en parallèle. Comme ça, une fois que la future globale est complétée, on va reprendre le process précédent et accumuler nos pubs, en sachant que comme les rules ont déjà appliqué, tout était appliqué sur le contexte, on a déjà le laser qui est retourné, on n'a pas besoin de les réappliquer sur le T. J'en profite pour passer au résultat final de l'étape 3. Tac, c'est magique. Et donc là, on voit, maintenant on est dans une future, donc on a besoin de faire un always result si on veut récupérer le résultat une fois qu'il aura été complété. Ne le faites pas chez vous, ça, avec un duration.inf. Mais on voit que ça nous retourne le write comme précédemment et le left si jamais il y a une erreur. Et donc on a maintenant des futurs pour chacune de nos règles. Et on va voir que ça peut poser des soucis. Donc, si on veut résumer, on a eu 3 étapes dans la vie de notre moteur de règles. On a commencé avec le cal plus simple qui était finalement un prédicat. Ensuite, on a voulu avoir du contexte, du coup, on a rajouté un Hazer. Et la dernière étape, c'est qu'on avait besoin de faire des IO, et donc du coup, on est passé par des futurs. Et donc, on a eu voilà, ces trois étapes-là durant ce live coding. Premier problème qu'on peut voir, c'est que déjà, ça ne semble pas naturel pour une règle qui semble simple de devoir la wrapper dans un futur successful. En ce cas-là, ça se fait relativement bien, on va le faire assez facilement, on le fait peut-être des fois tous. Et combiner des futurs entre eux, en ce cas-là, c'est pareil, ça se fait assez bien. Hein. Les maps et les flat maps, ça a l'air simple. On se dit que le résultat est déjà calculé, donc ça ne va pas me poser de problème. Donc ça compile, donc ça marche, on y va, quoi. Mais on sent que déjà, ce n'est pas naturel. Et le deuxième problème qu'on va avoir, c'est les tests de performance. Est-ce que vous connaissez tous JMH ? Donc JMH, c'est un outil de benchmarking sur la JVM. Il y a un très bon plugin SBT qui permet de faire des tests. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'éliminer, comme la JVM est dynamique, elle se comporte différemment dans le temps. Donc si vous faites un premier test d'algorithme, il va peut-être se comporter d'une certaine façon alors que la JVM est froide, elle vient juste d'être démarrée. Et vous allez essayer de faire runner votre test 5, 10, 15, 20 fois. Et au bout de la 20e fois, la JVM va avoir chargé plein de choses. Et l'algorithme va se comporter dynamiquement vraiment différemment. Donc JMH va se préoccuper pour vous de faire les phases de warm-up, de faire lancer plein de phases de pré-test avant de faire les phases de mesure. Là, ce qu'on voit, c'est finalement 2 mesures. Le throughput, qui est le premier diagramme en haut, on voit que la phase de prédicat, on allait assez vite. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est les valeurs plutôt relatives, pas absolues, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Dès qu'on a ajouté le Hazer, on a perdu un petit peu en débit. Et par contre, dès qu'on a ajouté le future successful, et là, c'est le code qu'on vient de lancer sur la style sheet, on est passé de 153 millions à 450 000 opérations par seconde. Pourtant, on n'a rien de magique, il n'y a rien de compliqué ici. Hein. Mais là, vous avez vu qu'en termes de performance, ça s'est écroulé d'un coup. Deuxième graphe en dessous, c'est l'allocation mémoire utilisée pour chacun de nos benchmarks. On voit que sur le prédicat, on n'a rien. C'est quasiment... il n'y a pas besoin d'allocation mémoire particulièrement par opération. Dès qu'on a ajouté le Hazer, on a un tout petit peu d'allocation, 64 bytes. Par contre, le future successful, avec le fait de le wrapper, de faire un séquence, on passe à 1800 bytes par opération. Donc ça a l'air bête comme ça, on se dit ouais, ça a l'air de marcher. Quand on lance sur le cal sur un test unitaire, ça a l'air correct. En performance, il ne faut jamais se fier à ses intuitions, il faut mesurer. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Notre business scale beaucoup et on a besoin de gagner du temps et de l'efficience sur nos serveurs. On va avoir le moins de serveurs possible pour traiter le plus grand nombre de requêtes par seconde. Et Noël est arrivé l'année dernière et on s'est dit maintenant il faut refactor. Donc première étape qu'on a fait, on s'est dit il faut faire quelque chose. Il faut essayer de séparer ce futur de pas futur. La première approche qu'on va avoir, c'est une approche objet, parce qu'on est un peu tous à l'aise et c'est la culture qui était la plus communément admise dans l'équipe. Et donc l'approche qu'on va avoir, c'est d'avoir rule.
qui est donc un trait, sur lequel on va en séparer finalement deux traits par héritage. Un trait sync rule, qui lui reprend le cas où l'exécution n'est pas wrappée dans un futur, et le trait async rule, qui lui va wrapper la future. Donc le premier détail qu'on va voir ici, c'est que rule ne fait plus rien, c'est juste un trait de marquage, mais on ne peut plus l'exécuter toute seule. Et on a vu que nos règles de targeting, elles étaient hétérogènes. On a des règles sync, des règles async, donc maintenant il faut se débrouiller pour faire ça et pour essayer de gérer au mieux ce cas-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que l'exécution des futurs coûte très cher, donc on va essayer de la retarder au plus tard possible. Et pour ça, on va utiliser un pattern objet qui est connu, c'est le composite pattern. On va avoir pour chacune de ces types de règles deux implémentations. Une implémentation simple, donc la sync rule simple va juste wrapper finalement une fonction, et la composite rule sync va prendre deux rules sync, exécuter la première, et si ça va, chaîner à la deuxième. Ça va? On a le même pattern, répétition, pour les async rules, ce qui va nous permettre de passer d'une règle de targeting homogène. On va faire une espèce de sorte naturellement, on va prendre toutes les règles, et on va essayer de les composer les unes avec les autres, en mettant au plus tôt possible toutes les rules sync, pour sortir le plus tôt possible et éviter d'appeler les futurs. Donc le but, c'est de gagner en allocation et en performance. Ensuite, on va combiner ces rules et on va essayer de faire qu'une seule grande règle pour chacun des deux types. Les règles sync, on va les squasher, comme avec Git. La même chose avec les rules async. Et maintenant, il reste à faire le pont entre le monde async et le monde sync. Et donc, on va créer une troisième classe qu'on va appeler hybride, qui, elle, va prendre à gauche une rule sync, à droite une rule async, elle va exécuter la première règle, et si jamais tout va bien, elle passera à la suivante. Sinon, elle fera un futur successful, et elle s'arrêtera avec le cas d'erreur. Ce qui fait qu'à la fin, avec ce diagramme de classe, on arrive à en fait faire un seul traitement qui va passer sur toutes nos règles, en essayant au maximum de ne pas déclencher de futur. Ça va, vous voyez le principe? Maintenant, on va voir le code. Vous avez vu le jeu de mots sur le code à chaque fois ou... Ça va, ça On a tient. travaillé dur quand même. Donc très rapidement, il va vous montrer comment on a implémenté le sync et le async. On ne va pas passer trop de temps sur cette étape-là, parce qu'il y a beaucoup de code à écrire. Donc effectivement, je vais avoir un seal trait qui n'a plus de comportement. Donc le trait sync qui lui va étendre rule et va avoir l'option d'exécuter une règle. Pardon. Et de retourner donc le résultat. Et la partie async qui, elle, va retourner un futur. Là, non, ça, c'est dans trop. Ouais, bon, c'est pas grave. Ah, pardon. Ça reviendra avec le Git, au pire. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est cette méthode de composition qui va prendre deux règles pour le voir comment ça marche sur une seule rule. Donc je vais prendre ma rule de gauche, je vais l'appliquer sur le résultat. Alors, voilà. T. Et si dans le cas où tout va bien, je vais pouvoir passer à la rule suivante. Et si jamais j'ai une erreur dans la règle de gauche, j'exécute même pas la règle de droite. On va répéter la même chose sur la sync. Et maintenant, on reste à composer deux règles arbitraires qui ne sont ni sync ni async. Je vais recopier.
Et là, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, je vais devoir traiter le produit cartésien entre les différents types. Entre une sync rule, une sync rule, une sync rule, une async, une async, une sync et deux async. Donc, je ne vais pas forcément le coder, mais vous voyez un peu l'idée. Donc, si on voit ce que ça donne dans le code. Hop là. Voilà, on a ce très très beau pattern matching basé sur les types qui va nous permettre de savoir si j'ai deux règles sync, je peux combiner deux règles sync. Si j'ai une sync, une async, je vais appeler cette méthode transform qu'on n'a pas forcément vue mais qui est juste au-dessus, qui va prendre une sync et une async. On va essayer toujours de faire passer, même si la sync est à gauche quand on va traverser les règles, on va la faire passer en deuxième. C'est pas très grave, il n'y a pas vraiment de notion d'ordre dans les règles. Et les deux async, on va les combiner entre elles. Tout ça à la fin fait qu'on va prendre une liste de règles, on va appliquer ce combine et on va combiner toutes les règles les unes après les autres, faire notre phase de squash. Et à la fin, on a une règle, mais si on veut essayer de l'exécuter, c'est toujours embêtant. Pardon, je vais un peu vite. C'est toujours embêtant parce qu'on ne peut pas apply dessus. Il n'y a aucune méthode sur rule. Du coup, en termes de moteur, si on veut vraiment avoir quelque chose qui soit utilisable, la seule façon qu'on ait trouvé dans un premier temps, c'est de transformer, enfin de compacter les règles. Et à la fin, on refait encore un type. Si j'ai que des sync, alors je rappe le retour dans une future successful. Et sinon, j'ai une async. En fait, on est obligé de prendre le plus embêtant des deux, le plus contraint des deux va contraindre l'ensemble. Et pour s'en sortir, ce qu'on voulait quand même, à un moment donné, on avait quand même certaines règles qui n'étaient que sync. Et avec la signature qu'on avait avant, on était obligé de wrapper tout dans des futurs pour rien. Donc ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut ici avoir l'équivalent en d'autres méthodes qui ne prennent que des rules sync et qui vont faire un run sync. Et donc, du coup, on va pouvoir dupliquer les méthodes que dans le cas des sync rules et pouvoir utiliser des règles sans avoir à faire des wrappings. Là, du coup, dans certains cas les plus simples, on arrive à s'y retrouver, on partage du code, mais en même temps, on sent qu'on est un peu coincé. Ça va? Vous voyez le principe? Du coup, côté perf, on est content, parce que maintenant qu'on n'a pas besoin de tout wrapper dans les futurs, quand on processe seulement des sync rules, c'est la dernière ligne, on voit qu'en ops par seconde, on est remonté presque au niveau de l'étape 2, où on n'avait pas du tout de futur. Et au niveau de l'allocation mémoire, pareil, pour les sync rules, on est revenu au niveau de l'étape 2. Les async rules, elles sont toujours au-dessus, vu qu'on travaille toujours des futurs, mais on a plus travail à faire de wrapper avec des futurs.successful de partout. Donc côté perf, on est content parce qu'on a plus ou moins atteint les objectifs. On peut encore optimiser avec d'autres détails, mais bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Mais par contre, le problème, c'est que ce qu'on a fait là pour optimiser les perfs, derrière, ça rend le code assez compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu un peu le nombre de lignes qu'il y avait, mais ça a bien grossi. Et maintenant, on doit se taper de la composition de rule, type-checker dessus pour savoir si c'est des sync ou des async, et en fonction les composer. Et en plus, cette méthode-là, elle nous retourne une simple rule. Donc on ne sait pas ce qu'on va avoir en résultat, et on va nouveau devoir match dessus, et en fonction, savoir si on est dans une future et devoir mapper dessus, ou avoir le résultat directement et pouvoir l'utiliser. Bref, ça reste assez compliqué. Je ne sais pas si certains mots vous ont titillé, comme les combinaisons ou ce genre de choses, mais on va arriver au stade un peu intéressant. Du coup, on se met à réfléchir un peu, et en discutant un peu en équipe, ce diagramme nous vient tout naturellement à l'idée. Moi, je pense que voilà, c'est assez trivial, hein, on va pas... Vous voyez ce que c'est? C'est un monoïde, bien sûr. Enfin, c'était évident. Et donc du coup, on va utiliser CATS parce qu'on avait commencé à l'utiliser un tout petit peu dans le projet. On a vu que l'année dernière, ça prenait déjà pas mal d'ampleur. On aime l'approche de CATS à promouvoir la programmation fonctionnelle et de donner, avoir un aspect vraiment pédagogique avec une documentation très claire et très détaillée et avec une implémentation qui se veut simple et claire. Du coup, on sent qu'on en a besoin, quoi. Vraiment. Et Ok, du coup, on a regardé un peu la doc de CATS. On a cherché ce qui pouvait correspondre à notre cas, à notre use case. Et on est tombé sur les premières type classes très simples, telles que le semi-group. Le principe du semi-group, c'est qu'on va avoir un type, et on va pouvoir combiner deux valeurs de ce type-là pour retourner une valeur du même type. Donc c'est un simple trait avec la méthode combine qui prend 2A et qui retourne un A. Derrière, si on va un peu plus loin, on tombe sur le monoïde,
qui du coup est simplement un semi-groupe qui implémente une méthode empty qui va nous retourner l'identité de ce type-là. Si on compare ça à des cas concrets, on prend la somme. La somme, c'est un monoïde d'entiers, parce que le principe, c'est qu'on va pouvoir combiner deux entiers et les sommer pour retourner un nouvel entier. Et on a la valeur 0 qui est l'identité dans le cas de la somme. Si on fait 0 plus 1, ça retourne 1. On a utilisé le empty et on a combiné deux entiers pour retourner un entier. En plus de ça, dans notre cas, vu qu'on travaille avec des types sur des types, on a des futurs qui wrappent notre type. En creusant un peu la doc, on est tombé sur les monoïdes K. Monoïde K, c'est la même chose qu'un monoïde, sauf qu'au lieu de travailler sur un simple type, on travaille sur un type de type, un higher kind, ici F, et on va pouvoir combiner deux F de A pour retourner un simple F de A. Pareil pour le empty, on va avoir une identité F de A. Donc on est content, on a vu ça dans la docs, maintenant on se dit on va essayer de l'implémenter, voir ce que ça donne dans notre moteur de règles. Et donc ça, je vais le faire rapido pour ne pas perdre de temps. Tac. On repart d'ici, on a nos sync rules. Et donc on veut définir un semi-groupe de sync rules pour pouvoir combiner deux sync rules et en retourner une nouvelle. Donc on va faire un semi-groupe de T, qui est un nouveau semi-groupe, qui s'applique sur une sync rule de T. Tac. Et là, si on regarde, la méthode que ça me propose d'implémenter, du coup, c'est le combine. Et on a direct la bonne signature. On a deux sync rules, on retourne une sync rule en sortie. Et ça, bizarrement, c'est le combine qu'on avait en dessous, qu'on avait déjà, puisqu'on voulait déjà combiner des sync rules. Donc si je copie ça, j'ai du mal avec la souris. OK. Tac. On utilise juste la bonne signature. Et on a notre combine. Maintenant, si on veut l'utiliser dans les fonctions de notre API, parce qu'on a des clients qui utilisent ce moteur de règles et on ne veut pas supprimer les méthodes existantes, ben on va juste prendre le combine et utiliser notre semi-groupe à l'intérieur. Donc c'est un semi-groupe de combine left-right. Et ça nous retourne la sync rule comme prévu. On fait la même chose pour le async. Et ensuite, maintenant qu'on a nos semi-groupes sur les deux types de rôles, on va pouvoir définir un monoïde qui va fonctionner sur rule. Pour faire ça, c'est la même chose. Je suis guidé par IntelliJ. Je vais faire monoïde de rule de T, implémenter la méthode. Tac, ça me dit que je dois implémenter le empty et le combine. Dans le cas du empty, on va rester simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une sync rule de T qui, pour un T, nous retourne simplement un write de T. On retrouve l'identité qu'on avait utilisée dans le FOD left. Vu qu'on n'a pas de règle, on n'a rien à process, on retourne le T directement dans le type de retour qui va bien. Et maintenant, le combine, bah ça, c'est cool parce qu'on l'avait déjà aussi, dans notre cas. Il est là. On nomme juste X et Y. Et on a écrit notre monoïde. Donc, c'est bon, vous suivez jusque-là? Un petit combine. On a le monoïde. Pour le moment, on n'a pas changé de code, on l'a juste déplacé et utilisé les type classes de cats. Maintenant, on a parlé du monoïde K, on va essayer de l'utiliser parce que nous, ce qui est dommage, c'est que là, on a été obligé de préciser qu'on est sur un type générique T. Mais en fait, on s'en fiche, nous, on veut travailler sur des rôles. Ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne nous intéresse pas forcément. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir un def avec un type générique, on peut directement faire une val monoïde K, qui est un new monoïde K. Et d'ailleurs, pour gagner du temps, je vais le faire là. Et tac, on ne travaille plus sur le type T, mais directement sur le type rule ici, qui est le higher kind. Par contre, comme on processe toujours avec un type en dessous, ce qu'il faut, c'est qu'on précise le, hop, effectivement, j'ai oublié ça, le type générique dans nos deux méthodes. Donc on va avoir le empty de T et le combine K de T. Qui prend deux rôles et qui va nous retourner la bonne rôle en sortie. Maintenant, ça, si on veut l'utiliser dans nos combines en dessous, ce qu'on va faire, c'est on prend notre monoïde K, qui du coup, hop, désolé, je ne vais pas perdre de temps, je l'ai mal implémenté. Je vous montrerai après avec le Git. Mais je veux juste montrer
comment on l'utilise? On a notre monoïde K. Soit on l'applique sur T. Il faut que tu retires les crochets sur c'est pour ça que ça marchait pas. Aussi. J'avais laissé l'aval monoïde K en dessous, du coup le compilo ne comprenait pas. Donc soit on prend notre monoïde K, on l'applique sur le type T, ce qui nous retourne une monoïde, et ensuite on a accès au combine, left and right. Soit on peut utiliser directement le type monoïde K sans passer par un algébra, vu qu'on nous on a défini le monoïde K. Et donc on fait un combine K directement sur ce monoïde K là. Pareil, là, il y a une erreur, c'est pas grave, je le montrerai après. Pour le fold, ce qu'on va faire, c'est qu'en fouillant un peu dans la doc de Cats, on va voir qu'on a déjà des type classes qui nous permettent de fold sur un type, le foldable, qui va du coup fonctionner, nous, sur une liste, vu qu'on a une liste de rules, et qu'on va appliquer sur les rules. Et là, si on regarde, le fold, il a besoin d'un monoïde. Et nous, on l'a mis au-dessus, le monoïde, donc soit on va le provide explicitement, soit implicitement. En vrai, nous, on est avec un monoïde K, donc si on regarde les méthodes qui sont sur foldable, on voit qu'on a un fold de K qui prend, lui, un monoïde K. Et donc, là, on va pouvoir lui fournir le monoïde K, et il va être content. Tac, je passe au fold next, au growl next, pardon, pour vous remontrer ça, parce que j'ai essayé de faire vite, j'ai fait des erreurs. On a le monoïde qui est un monoïde K de combine K. On a le traverse qui est un foldable plus simple sur liste qui fait un fold K sur les rules. Et on garde les mêmes types de retours qu'avant. Donc là, moi, j'ai rien simplifié. J'ai même rendu la chose plus compliquée parce qu'on utilise Cats maintenant. Mais on voit bien que ce qu'on avait défini avant, on peut facilement le réimplémenter en utilisant les type classes de Cats. Maintenant, on va voir pour la suite ce qu'on peut faire de beau pour simplifier ça. Donc on voit qu'en fait, finalement, notre code, on l'avait un peu imaginé dans notre coin, mais il rentre dans un pattern. Et on se dit, bah mince, en fait, finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres patterns? On a vu qu'on se répétait quand même souvent. On a vu que dans la démo, à chaque fois, on faisait l'exemple sur le sync, mais la sync, c'était quasiment toujours pareil. Bah, on se répète, on n'aime pas ça, donc on sent qu'il manque quelque chose. Et finalement, si on met les deux signatures à plat, sync et async, on voit qu'elles se ressemblent quand même beaucoup à une différence près. Une est wrappée et pas l'autre. Et ce serait quand même bien qu'on soit capable d'abstraire sur une rule sans finalement savoir si on est sync ou async. Et donc, en fait, finalement, ça, c'est possible aussi grâce à Cats. Finalement, on pourrait très bien avoir un deuxième type générique dans notre rule, qui s'appellerait effect, qui, lui, finalement, permettrait d'avoir, dans le cas des sync, un type qui s'appellerait ID. Donc, ce serait l'identité au niveau du type générique. Donc, si ID, dans la fonction, pour n'importe quel paramètre, vous retourne le même paramètre, l'ID, c'est la même chose au niveau des types. ID de A égale A. Et donc, finalement, c'est comme si on pouvait effacer ça. On a juste besoin d'avoir un pattern. Et donc, on pourrait avoir une signature encore plus générique de type rule qui serait effect T et qui retournerait un effect de result. Vous voyez le truc? Et en fait, ce qui est assez magique, c'est qu'il y a déjà quelque chose dans Cats qui fait ça, et ça s'appelle Clessley. Voilà. Après une demi-heure, enfin, le nom arrive. Et donc, Clessley, c'est une abstraction prévue dans Cats, donc qui vient de la théorie des catégories, et qui est une abstraction, est une étude autour de tout ce qui fait A vers F de B. Et on va voir que ça nous apporte vraiment plein de choses, que finalement une rule, c'est ça. C'est une rule, c'est quelque chose qui s'exécute et qui, pour un type d'entrée, va retourner un F de B. Et donc on va voir comment on implémente ça dans notre code. Et la chose qu'on n'a pas encore vue là, dont on aura besoin, si vous savez ce que c'est une fonction qui va de A vers B, vous savez forcément ce que c'est une function K qui va de F de quelque chose vers G de quelque chose. OK ? Et c'est ce qui va nous servir de passerelle entre ID et futur. Et on va voir comment on peut, comme ça, changer de type d'effect. C'est le même. Ce cas-là, en fait, il m'avait fait. Franchement, il m'a fait peur sur Cats au début. Je ne comprenais pas. Monoid K, ça me faisait peur. Function K, ça me faisait peur. Et au final, parce que la signature, elle est un peu. Elle pique, quoi. Mais au final, une fois qu'on a cette gymnastique de type générique et de kind, c'est assez naturel. Et surtout, c'est. Franchement, si ça compile, c'est que ça marche, c'est ce que vous voulez, quoi. Et on va le voir en exemple, avec un nouveau code. Je vais essayer de parler en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redéfinir mes types. Donc le rule n'est plus du tout un style trait, mais un alias.
Et donc je vais avoir besoin d'effectivement d'effect, et donc je vais le rajouter ici. Tout le monde est à l'aise avec la signature avec les crochets et l'underscore sur le Ouais, type? que j'ai pas trop expliqué tout à l'heure, effectivement. C'est pour préciser au compilateur que effect va lui-même être typable. Il est de second niveau. Ça peut pas être integer, ça peut être plutôt list, option, future, mais pas int ou string. Pas un type fini. Et finalement, syncRule maintenant égale simplement un synonyme au-dessus d'une rule, c'est une spécialisation qui sera d'id vers t. Ok, et donc si on regarde le source code de Cats, on voit bien que id de a égale a. Et on a le joli code en dessous, avec plein de flèches. Et une async rule de t, c'est simplement une rule de futur de t. On a réussi voilà, à rendre l'exécution concise. Comme ce sont des alias, ça n'a pas d'impact au runtime. C'est vraiment pour aider le compilateur. Au runtime, ça s'en va. Et là, j'ai le droit à la partie la plus jouissive de l'exercice, c'est que je vais pouvoir supprimer du code, et beaucoup. Là, je vais pouvoir rester sur pomme Y pendant un petit bout de temps. Voilà. Et finalement, comme ce ne sont plus que des alias, on n'a plus à s'occuper des différents types de rôles. On va pouvoir rendre tout générique une seule fois. Donc commençons par notre ami MonoidK. Et c'est là où il y a un dernier petit trick au niveau du compilateur où il faut s'accrocher. C'est la partie la plus raide. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. De la presse. Les type alias. Donc maintenant, en fait, le MonoidK, il va être typé pour un effect donné. Donc, on retrouve toujours cette petite syntaxe. Par contre, je voudrais pouvoir écrire que c'est un MonoidK d'effect de quelque chose. Je voudrais forcer le type effect parce que je l'ai ici en paramètre, mais je voudrais laisser le T générique comme c'était pour le MonoidK tout à l'heure. Limite, il me faudrait un MonoidK, mais ça n'existe pas. Du coup, je vais être obligé de fixer effect, et cette écriture-là n'est pas possible en Scala, et c'est là où on commence à rentrer dans les écritures cabalistiques. Du coup, je voudrais définir un type T, et finalement, je vais donner un synonyme à ce nom. Je vais l'appeler L de T. Donc ça, c'est comme si je l'avais déclaré au-dessus. Type L de T égale rule d'effect de T. On wrap tout ça avec des accolades et des parenthèses parce que c'est bien. Et ensuite, je vais extraire L. Et voilà, c'est fini. En fait, est-ce que vous êtes tous à l'aise avec la curification ? L'application partielle, une méthode qui a plusieurs paramètres, on en applique une certaine partie et le reste on le laisse à plus tard. C'est exactement ce qui se passe ici. Finalement, j'ai rule qui a 2 paramètres et je vais en appliquer qu'un et je laisse l'autre pour plus tard. Il y a un plugin dans le compilateur TypeLevel qui permet d'avoir une autre écriture. Par défaut, en Scala 2.12, pour l'instant, on est obligé d'écrire encore ça. Ça s'appelle un type alias. Tout ce que ça fait, c'est que ça vient forcer ça, on en fait un nouveau type et on extrait L. Ce qui fait peur, c'est que dans toutes les librairies fonctionnelles, ils utilisent des lettres grecques à la place de grand L. Et c'est là que vous vous retrouvez avec des lambda d'alpha. En fait, j'ai choisi d'utiliser L et T, mais globalement, si vous mettez lambda et que vous savez le taper avec votre clavier en live, vous pouvez mettre un lambda ici pour faire classe, et brillant société, et un alpha aussi ici. Mais globalement, c'est la même chose que... Bref, on va parvenir ici. C'est parfait. Ok, donc ça a l'air un peu compliqué. En plus, je suis obligé de faire un copier-coller. Ça sera réglé, je pense, dans d'autres versions de Scala, mais pour l'instant, on est obligé de faire comme ça. Et vous savez que vous faites un truc cool parce que IntelliJ il vous dit qu'il faut que vous importiez des feature flags normalement. Ah bah non, j'ai déjà fait. Oui, c'était déjà fait dans cette console. Voilà, import feature flag for reflexive calls. Ah, bon. Et là, on est sorti du domaine simple. En Java, c'est pas possible d'écrire ça. Les types de second niveau n'existent pas. Et l'approche qu'on avait avant pouvait marcher en Java. Les synchrones auraient pu le faire. Là, c'est fini, on oublie. Ça, c'est pas possible. Mais au final, ça a l'air assez compliqué, cette écriture. Mais au final, si je fais alt-entrée que j'implémente, la signature, elle est exactement ce que je veux. Je dois définir le combine K d'un monoïde qui va prendre 2 rôles de même effect, un A un peu arbitraire, et va me retourner une rule. Donc une rule, on l'a vu, c'est d'un classly. On va prendre du coup... non, pardon, c'est ça. Donc c'est un classly d'effect de T, execution result de T. Donc là, pour combiner 2 rôles, je vais en créer une nouvelle. Pour me c'est A dans ton cas. Normal. Et non, j'ai fait une bêtise. C'est A, X point. Voilà. Et donc là, je suis en train de... Donc X est un classly. Et donc maintenant, en fait, quand je fais X point, j'ai tout un tas de méthodes hyper cool. Notamment, quand on a un problème en FP, il y a tout le temps un flatmap qui traîne et qui nous aide. Et bien là, il y a un flatmap F.
Et donc, je vais pouvoir chaîner mes deux règles grâce à l'API des Classley. Et dire tout simplement que si la première règle, toujours de la même façon, est right, alors j'enchaîne vers la deuxième. Non, il y a quand même bien sur le Classley. Hein. Non, attends. Si, il faut que tu le type en Classley. Ma part. Hop. Mais bref, une étape. c'est pas grave. Tu montreras avec le Grollneck sinon. Ouais, bon, c'est fini. Non, je crois que j'ai fait une erreur. Bon, je vais faire le coup de la baguette magique. Yes. Et là, comme dans Photoshop. Donc le... On est où? Faut redescendre. Ah bah voilà, c'est presque. Mais j'étais pas au bon endroit. Voilà. Bim. Alors, on essaie de le faire vite, mais ouais. Donc le combine, bah, il y avait bien ça, le X avec le flat map, mais je me suis trompé sur le value. Bah sinon c'était value, c'était bête. Donc je prends ma règle de... Je prends ma règle de gauche, je l'exécute, et donc je vais faire un flat map comme d'habitude pour chaîner sur la deuxième règle. Et dans le cas d'une erreur, je vais être obligé, alors du coup on a une partie un peu importante, je suis obligé du coup, là on avait des futurs successful à chaque fois qu'on devait s'arrêter au plus tôt, mais là maintenant il faut que je sois capable à partir de cette erreur de retourner cette erreur dans la box effect. Si vous avez vu la presse hier de Daniela, elle parlait de boîte pour parler des types. Effect est une boîte, on ne sait pas laquelle c'est générique. Mais donc j'ai besoin de mettre cette erreur dans une boîte qui peut être ID, qui pourrait être option, dans notre cas c'est futur. Et alors cette méthode, il y a un pattern aussi qui existe. C'est un peu derrière la monade, mais en gros c'est l'applicatif functor. L'applicatif functor c'est quelque chose qui à partir d'un T vous retournera un F de T à travers la méthode pure. Et donc là, c'est ce que je fais. Ma signature doit retourner un effect de result. Ici, j'ai qu'un result. Et pour passer d'un result à un effect de result, bah, magiquement, l'effect monade me permet de faire ça. Comment j'ai cet effect monade? On a rajouté ici une contrainte. On a dit que effect devait être une monade. Vous voyez? Un peu comme en maths, en fait. Si effect est une monade, alors je peux faire la suite. Non? Vous voyez pas? Si, hein. C'est trivial. Ah, c'est comme en maths à l'école, hein, c'est trivial. Hein. Donc en gros, ça c'est un trick dans le compilateur pour dire bah, tu ne peux appeler cette méthode que si quelque part dans le scope implicite je trouve un monade d'effect. Ok, c'est les deux points sur effect. Du coup, si une instance de monade existe pour effect, je peux la récupérer comme ça et je peux appeler les méthodes dessus, dont pure. Et pourquoi aussi on savait que c'était une monade, c'est que globalement, si vous regardez la signature de flatmap, vous voyez que c'est un peu la même histoire. Le deuxième mot en bleu qui est au milieu, F, est un flatmap de effect. Et flatmap, à peu de choses près, ça ressemble à une monade. Ça ressemble, mais ce n'est pas une. Mais en gros, voilà. Là, tout ce qu'on vous dit, nous, on avait la doc 4 à côté. Hein. Ouais. On l'a pas écrit du premier coup, en fait. Hein. Mais globalement, ça compile. Et si ça compile, forcément, ça marche. Il y a tellement peu d'informations sur les types. Chose cool aussi, c'est qu'il n'y a même plus d'execution de contexte. On n'a plus rien en relation au futur, là. Tout ça, c'est disparu. C'est sorti de notre code. Dernier élément qu'on voulait voir, c'était donc le traverse. C'est toujours la même histoire, hein, au type cabalistique près, mais c'est toujours pareil. Le dernier truc qu'on n'a pas vu, là, c'est comment passer de sync à async. Donc, on n'aura pas trop le temps, mais vous avez le code source qui est sur GitHub, mais finalement, où est-ce qu'il transforme? C'est notre fameux function K. En gros, si j'avais une rule de effect 1, donc une rule de ID, et que je voulais passer finalement à un rule de futur, tout ce que je dois passer, c'est une function K d'un effect à un autre. Donc on en a un exemple ici. Il faut que je le retrouve. Transformation, il est où? Parfait, voilà. Et c'est aussi le principe de la programmation fonctionnelle, hein. On sépare les concerns, on sépare les choses. Cette fonction, elle est bête comme chou. Comment à partir d'une valeur de A, je peux avoir un futur de A, quel que soit le contexte? Bah, l'une des façons les plus simples, c'est de faire future successful. Et on voit là que ce code qui était masqué dans notre code avant, il se retrouve sorti, clair, générique, dans un coin et facile à tester, facile à réutiliser. Et donc finalement, si on veut maintenant, et c'est la fin, on a vu qu'en finalement on avait notre code, on a eu un pattern, ça nous a permis de réduire notre quantité de code nécessaire, mais en plus ça nous l'a ouvert, parce que maintenant on est générique sur n'importe quel type d'effect. Et donc l'exemple qu'on voulait montrer, c'était que finalement, on pourrait très bien créer, sans aucune ligne de code, un nouveau type de règle qui ne serait ni sur ID,
ni sur future, mais sur try. On va essayer de faire quelque chose avec un try catch. Et que globalement, c'est pas plus compliqué que de définir à la limite un alias pour donner de la sémantique à l'API. À la limite, personne n'est censé savoir que derrière, on utilise des classes-li. On va définir une nouvelle règle qui, elle, va wrapper dans Either. Et je peux maintenant utiliser ma règle qui me retournera un try d'execution result. Si par exemple j'avais une règle de futur, elle me retournera un futur de result. Et si j'avais une règle simple, par exemple device, j'ai un ID et en fait l'ID s'efface à la compilation. Donc j'ai directement ici mon Either, is left, is right. Donc à la compilation, je suis sûr que ça va faire ce que je veux. Et en plus, j'ai une solution qui est ultra générique. Voilà, petit rappel, du coup. En termes de performance, pour faire simple, parce qu'on a dépassé le temps. Pour pas effrayer, ouais. Juste pour dire que finalement, on a utilisé Cats qui rajoute plein de types par-dessus. On se dit, niveau perf, ça va exploser. C'est la galère. Mais en fait, non, parce que ce qu'on utilise avec Cats, ça va juste aider pour la compilation et nous assurer qu'on a les bons types en sortie. Mais derrière, à la compilation, tout ça, c'est enlevé. Et donc, si on regarde l'étape 5, en ce qui concerne les sync rules, on est revenu aux premières étapes en nombre d'ops par seconde. Quand on utilise les async, il y a toujours le coût de la future en dessous qui est coûteux, mais sinon, on voit qu'en allocation mémoire, on est à 48 bytes par hop pour les sync, comme on avait à l'étape 2 avec le Either. Il reste plus que le Either à la fin. Et toutes les types classes de Cats qu'on a utilisées à la compilation, elles ont disparu. Donc finalement, même si à implémenter à la base, c'est compliqué et il faut prendre le temps de l'apprendre et le maîtriser, une fois que c'est implémenté, ben, on a les deux choses qu'on voulait, on a les perfs et on a l'API derrière de notre rule engine qui est très simple à utiliser. Et donc pour conclure, petite citation qui fait bien. Donc il y a beaucoup d'abstractions dans le monde de l'AFP, des mots qui font peur, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il faut bien voir qu'à chaque fois, une abstraction fait souvent quelque chose d'assez simple et qui permet de bâtir des choses beaucoup plus grosses au-dessus. Et donc il y a ce concept de précision. C'est pas vague, un monoïde, c'est pas un truc qui ressemble à quelque chose. C'est cette définition-là et c'est un peu la rigueur mathématique qu'il y a derrière. Mais ça permet après de bâtir des API de plus en plus grosses en se basant sur des choses simples et qui font une seule chose à la fois. Et que finalement, en termes d'ouverture, si on veut se faire friser les neurones, bah on a déjà finalement abstrait le type d'effect. On pourrait très bien définir une type de rule qui, elle, abstrait le type d'execution result, et à savoir si on fait du fail fast. Donc là, on a vu que dès qu'il y avait une règle qui s'arrêtait, on s'arrêtait. On pourrait très bien définir un autre type qui dit, bah, au final, sans changer ma règle, si ce type générique-là, il a telle propriété, c'est-à-dire un monoïde aussi, bah, je pourrais très bien accumuler toutes mes erreurs et puis faire un fail fast. Et tout ça, rien qu'avec les types, leurs propriétés et que de la compile. Non, ça, c'était pour ouvrir un peu le débat encore plus loin. Et voilà, si vous avez des questions, on est à vous. Merci. N'hésitez pas. On a essayé de mettre le code source sur GitHub. Si vous voulez aller jeter un œil, ça peut être intéressant. Et puis après, ouais, si vous avez des questions, on sait qu'on est allé un peu vite sur la fin. Parce que oui. En 45 minutes, c'est dur. Moi, ma question, c'est est-ce qu'avec cette approche que vous avez eue sur ce type de problème, est-ce que tout est devenu un peu comme ça maintenant et vous voyez des classes partout, des monades, des monoïdes un peu partout Non. Donc la question à répéter, c'était est-ce que finalement, en faisant cette approche, maintenant, on a tout mis en monade et en Clessley partout. Pour la petite histoire, donc j'avais fait les étapes, on va dire, de 1 à 4 pendant un refactoring de Noël. Parce qu'à Noël, c'est le moment où, pour nous, on sait toute l'année, donc on est en code freeze. On peut se permettre de faire des refactoring un peu longs sur un mois. Et j'ai pas commité l'étape Clessley parce que y a quand même une phase d'adoption à faire, de formation, et j'ai dû changer d'équipe à ce moment-là, donc j'ai laissé la branche et j'ai profité de ce talk pour aussi refaire mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise ce genre d'implémentation, on le garde dans un scope précis. Et finalement, la plupart des devs vont simplement utiliser le rule engine de l'extérieur. C'est vraiment un peu comme une mini-lib. Et ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on utilise des cats ou autre chose, pour les utilisateurs de cette API-là, ça ne change rien. Les types de retours vont être les bons, vont être des try, des futurs de l'identité. D'ailleurs, ça retourne le Either directement, il n'y a pas d'identité à la sortie. Bref, on garde les choses compliquées, mais qui nous permettent finalement de simplifier et d'agrandir le rule engine plus rapidement, plus facilement, à l'intérieur du rule engine. Les utilisateurs externes n'ont aucun souci.
Donc on a des clés SLI, on utilise des cats dans certaines parties du code, mais ça reste dans des scopes précis. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir l'utiliser, parce que dans l'ensemble, le code reste lisible. Mais après, oui, effectivement, une fois qu'on voit un pattern, il nous saute aux yeux un peu plus facilement après, quoi. Bon, le diagramme, c'était juste la vanne, hein, ça, on ne voit pas comme ça, mais ce combine, en fait, il a l'air tout bête, mais au final, on se dit, tiens, finalement, je suis en train de faire ça. Et cette approche de combiner les choses et d'essayer de rentrer dans un pattern, oui, c'est intéressant. Oui, ça me fait peur maintenant que je fais de l'ES6, parce que ces choses-là, sans compilateur, pour prédire que ça marche, c'est un enfer, quoi. Donc, ça avance petit à petit, mais il faut que l'équipe entière own le truc, donc on y va pas à pas, quoi. Tu avais une question aussi. Fold, à la fin, vous avez une conversion entre deux types d'effects, ID to future. Oui. J'imagine que vous n'avez pas fait un futur pour un await. Voilà, tu sais comment le faire, mais... Comment est-ce que c'est Cat qui réordonne, parce qu'entre guillemets, si vous faites votre fold et qu'à un moment vous êtes passé en futur, vous retombez sur un ID, comment il sait qu'il faut qu'il convertisse l'ID en futur et pas le futur en ID? Donc la question pour répéter, c'est dans les proches objets, en fait finalement c'était assez transparent de passer d'ID à futur et que c'était notre structure d'hybride qui faisait que toutes les syncs étaient à gauche et les asyncs à droite. Comment ça marche maintenant à la compilation avec 4? Est-ce qu'il devine tout seul? En fait c'est une approche qui est différente, du coup c'est à la compilation que ça se fait. Et donc c'est au développeur, il sait que tant qu'il compose des syncs, le compilateur va lui retourner une rule de sync. Et dès qu'il va demander une async, il sait qu'il va devoir passer dans le futur. Et donc l'approche aujourd'hui elle n'est pas automatique, elle est manuelle. Donc ça oblige à composer d'abord, du coup on a déporté le problème du runtime à la compilation. D'accord, si vous ordonnez mal vos rôles, vous aurez une erreur de compilation parce qu'il ne trouve pas l'implicite. Oui. Ouais. À partir du moment où tu as eu un async, derrière, vu qu'on va avoir tous les asyncs, on ne veut pas faire de passage à nouveau de futur en identité. Sinon on aurait un wait, on met quoi? On met un timeout, on met duration F, le truc surtout pas à faire quand on a du 50 ms de latence. Oui. Et d'ailleurs, truc cool avec Cat, avec les semi-groupes, on n'a pas montré, mais c'est qu'il y a la notation T-Fighter et que du coup, on peut composer. Donc ça, c'est un alias pour combine. Ça permet de combiner deux rôles entre elles et elles compilent que si effectivement elles ont le même type d'effect. Il faut avoir une autre opération pour changer du monde de la catégorie des ID vers futur. Autre question? On est bon? Merci beaucoup pour votre attention. Allez sur GitHub.